Souvent, on se prend la tête pour des choses qui ne valent même pas la peine. Des détails, des situations insignifiantes qui pourtant prennent toute la place dans ta tête. Aujourd'hui, on vit dans une époque stressante, toujours en train de penser, toujours en train de réagir. Et moi, je te dis, et si tu pouvais ralentir ? Et si au lieu d'écouter les discours ultra positifs qui te disent d'être heureux à tout moment, tu adoptais une approche totalement différente ? Et dans le livre qu'on va voir aujourd'hui, L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, l'auteur propose quelque chose de différent. Tu dois arrêter de te soucier de tout et choisir consciemment ce qui mérite vraiment ton attention. Parce qu'au fond, tu choisis déjà tes préoccupations. Et la question c'est, est-ce que ce sont les bonnes préoccupations ? Et dans ce résumé, tu vas voir pourquoi tu stresses pour rien, pourquoi tout ne mérite pas ton attention, comment décider enfin sur quoi te concentrer, et surtout ne pas se préoccuper de certaines choses. Ce n'est pas fuir, c'est choisir les choses qui t'intéressent. Et cette façon de voir le monde peut faire réellement la différence. Alors on résume ensemble le livre de Mark Manson, L'art subtil de s'en foutre. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on continue avec un livre, mais pas comme les autres. C'est un livre qui bouscule, qui dérange un peu trop d'ailleurs, et surtout qui change complètement ta façon de voir les choses. C'est un livre que j'ai lu rapidement, parce qu'il est simple, direct, et surtout, il est très facile à appliquer. Et c'est sa force d'ailleurs, c'est la pratique. Pendant ou après cet épisode, je t'invite à tester ce dont on va parler ici. Il s'agit du livre L'art subtil de s'en foutre, écrit par Mark Manson. Ici, on ne va pas parler de motivation, on ne va pas te dire d'être positif tout le temps, mais ce que je vais te dire au contraire, c'est que on va parler de stress, de pression, de toutes ces choses pour lesquelles on se prend la tête, mais qui n'en valent vraiment pas la peine, on va le voir ensemble. Et l'idée centrale du livre, c'est la suivante, c'est que tu ne peux pas tout contrôler. On essaie parfois de tout contrôler dans la vie, mais tu peux choisir ce qui mérite ton attention au lieu de tout contrôler. Et c'est exactement ce que propose l'auteur ici, c'est arrêter de subir tes préoccupations que tu as et décider consciemment de ce que compte vraiment pour toi. Alors le livre est structuré en deux parties que j'ai moi-même divisées, La première partie porte sur les 4 premiers chapitres et la seconde sur 5 valeurs indispensables pour vivre une vie plus légère. Allez, on commence avec le chapitre 1. Et l'auteur démarre ce chapitre par l'exemple de l'écrivain qui est assez connu, Charles Bukowski, un écrivain américain du siècle passé qui est très connu pour ses romans qu'il a écrits. Et Mark Manson prend son exemple en fait, pour commencer ce livre et pour illustrer que le succès, il vient pas d'une volonté forte de gagner, mais que le succès vient de l'acceptation de ses propres échecs. Alors là, c'est complètement l'inverse de ce qu'on se dit d'habitude, mais on doit accepter nos échecs. Donc on va voir plus en détail ce qu'il veut dire ici. Mais Manson aussi, il va aborder dans ce chapitre la loi de l'effort inverse, qui veut dire que plus on cherche désespérément à être heureux ou positif, plus on renforce le sentiment de ce qui nous manque. Alors, pour l'exemple de Charles Bukowski, lui, pendant 30 ans, cet écrivain, il était un échec total. Il a été refusé par tous les éditeurs, il a été même fauché, sans argent, alcoolique, même méprisé par tout le monde, et pourtant, au bout de 30 ans, il devient un des écrivains les plus impactants du siècle passé, donc du XXe siècle. Bukowski n'a jamais essayé d'être quelqu'un d'autre. Ce qu'il a aidé à réussir, c'est qu'il n'a pas cherché à paraître plus intelligent que les autres ou à séduire les critiques, ou il n'a même pas essayé de réussir, mais il a juste écrit la vérité, sa propre vérité. Il a juste cherché à être authentique, lui-même. Et en étant soi-même, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Si nous, on est nous-mêmes, on évite le superflu, on évite de stresser puisqu'on sait à quoi s'attendre, on sait ce qu'on veut, on évite aussi les surprises et on sait qui est notre entourage. Notre entourage va correspondre à qui nous sommes.
Notre entourage nous aime comme nous sommes, nos clients nous connaissent, nos collègues de travail nous supportent tels que nous sommes, bien que parfois c'est compliqué, peut-être, mais ils nous acceptent comme on est. On vit également une vie plus légère, et forcément si on n'a pas de stress et on est nous-mêmes, tout coule de source, tout est simple. Et c'est ça le principe clé à rechercher ici dans ce chapitre, c'est d'être nous-mêmes et ne pas chercher d'être quelqu'un d'autre. Par exemple, ce que tu pourrais faire, c'est au lieu, si tu es entrepreneur, au lieu de vouloir créer un business parfait, lance un projet imparfait, mais au moins quelque chose de concret qui te correspond à toi. Au lieu de te donner une image professionnelle qui réussit tout sans les échecs que tu subis, eh bien, partage publiquement tes erreurs. Ça, tu dois le faire. Et au lieu de cacher tes défauts que tu as, transforme ces défauts en signatures propres qui font de toi qui tu es. Ça, ce sont des signes d'authenticité. Parce que l'authenticité, en fait, c'est le plus important. Même plus important que réussir et d'être performant, je dirais. Et l'auteur, en fait, il va aborder ensuite un sujet tout aussi important, c'est la pensée positive. Et selon l'auteur, c'est un piège. Le monde va nous répéter tout le temps qu'on doit être positif, qu'on doit visualiser notre succès, qu'on peut tout avoir dans la vie. Mais en réalité, plus tu veux être heureux, selon Mark Manson, plus tu te rappelles que tu ne l'es pas. Vouloir être riche, par exemple, tu veux être riche, te rappelle peut-être que tu es pauvre, puisque tu veux plus, donc ton cerveau se concentre sur ce que tu n'as pas. Vouloir être beau, par exemple, te rappelle que tu as des complexes physiques qui te bloquent. Et c'est ça que veut nous dire Mark Manson ici, c'est que plus on veut quelque chose, plus on appelle au manque. Un exemple que tu pourras appliquer pour contrer tout ça, c'est arrêter des affirmations qui ne servent à rien. Par exemple, tu te dis « je suis incroyable ». Et ce qu'il nous dit Mark Manson, c'est que tu pourrais les remplacer par « je ne suis pas là où je veux, et c'est ok, mais je vais y arriver ». Ce que tu pourrais faire également, c'est limiter ton exposition aux réseaux sociaux, de type contenu vie parfaite, montrer exactement ce que les gens veulent voir, alors que toi, tu peux montrer ce qui ne va pas, tes problèmes, la face cachée de l'iceberg. Ne montre pas seulement ce qui fonctionne, montre aussi les problèmes, tout ce qui ne va pas. Nous sommes tous des humains. On fait tous des erreurs, alors il faudrait les montrer plutôt que de les cacher. On va parler maintenant d'un autre concept abordé dans ce chapitre, et c'est ce que Mark Manson appelle le cercle vicieux infernal. Et en fait, ce cercle, il est simple, c'est plus tu es stressé, plus tu stresses d'être stressé, et plus tu te détestes parce que tu stresses. Ça, c'est la boucle infinie. Et le problème ici, c'est que le problème, ce n'est pas l'émotion que tu ressens, mais le vrai problème, c'est ton jugement sur cette émotion. Par exemple, tu as raté un examen ou tu as raté cet entretien avec ce client, tu te sens nul après cet échec. Tu te poses la question pourquoi je suis comme ça ? Comment j'ai pu faire cette erreur ? Pour moi, ce n'est pas normal, je n'ai jamais fait cette erreur et pourtant, je me suis planté de bout en bout. La première chose qu'on fait, c'est se blâmer en nous-mêmes. Et ça, ce n'est pas bon. La nouvelle approche que je te conseille ici, c'est que tu te sens nul, ok, mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'améliorer la prochaine fois ? Tu dois te dire que tu seras meilleur demain. Et à ce moment-là, tu coupes cette spirale. Tu acceptes ton échec comme il est. C'est du passé. Tu ne peux plus rien y faire. Par contre, tu peux influencer sur ce qui va se passer demain. J'ai été mauvais cette fois. Ok, ça arrive. Mais la prochaine fois, je vais réussir. Je serai meilleur. Je sais maintenant où sont mes erreurs. Donc, je peux les corriger. C'est ça qu'il faut voir. Alors, ce que l'on voit dans ce chapitre, c'est une loi que Manson appelle la loi de l'effort inverse. Plus tu veux quelque chose, plus tu ressens son absence, comme on le disait. Si on cherche à être heureux, ça va peut-être te rendre malheureux parce que tu n'es pas heureux. Chercher à être plus confiant te donne encore plus d'insécurité, mais le but, c'est d'accepter le négatif. Accepter ce qui s'est produit du positif, puisque tu sais ce qui s'est passé et tu veux toujours t'améliorer. Si tu es timide, eh bien, dis-le à tout le monde. Tu deviens plus naturel. Si tu détestes le sport, accepte l'effort de ce sport et progresse. Si tu stresses tous les jours, accepte de stresser parce que du coup, ce stress va diminuer. Parce que le progrès, pour s'améliorer, ça passe toujours par l'inconfort, par les échecs. Et on doit assumer cet effort et cet inconfort.
Imagine que tu as rencontré quelqu'un qui te plaît ou alors même un client qui pourrait potentiellement être important pour ton entreprise et que tu changes et que tu échanges avec lui par message, avec cette personne par SMS ou par mail ou sur réseaux sociaux, peu importe. Et là, tu te dis qu'il faut que ça marche, il faut que ce business fonctionne, il faut que cet échange fonctionne, il faut que je sois intéressant, il faut que cette personne m'aime. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, plus tu veux être aimé, plus tu deviens bizarre, et finalement, moins tu es toi-même, et plus c'est un risque. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Tu réfléchis trop à chaque message que tu écris, tu relis tes messages 10 ou 20 fois avant de les envoyer, tu adaptes ta personnalité en fonction de la personnalité qui est en face, tu évites même d'être naturel, et le résultat, c'est que tu perds exactement ce qui a attiré cette personne vers toi. Ta spontanéité, ton authenticité. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut éviter. Comme le dit Manson dans le livre, il faut s'en foutre. Mais ça veut pas dire être froid, être passif, éviter les conflits. Ça veut dire choisir ses combats. Premièrement, ça va être accepter d'être jugé pour qui on est. Si tu veux avancer, forcément tu seras critiqué. Exemple, tu peux poster du contenu sur les réseaux sociaux, même s'il est imparfait, tu seras, ou parfait même, tu seras critiqué. Si tu lances un projet, n'importe lequel, tu recevras toujours les doutes des autres personnes, de ton entourage surtout. Mais tu avances quand même, tu ne t'arrêtes pas. Le deuxième point qu'on va aborder ici, c'est la deuxième subtilité de s'en foutre, c'est avoir une vraie priorité. On s'en fout des choses qui ne nous importent pas. Si tu n'as rien d'important, tout devient important. C'est ça le problème. Donc, on doit se concentrer sur quelque chose. On doit éviter de se battre pour un détail inutile. Par exemple, si tu as 3 mois pour réaliser une tâche, eh bien, si tu n'y arrives pas, demande une prolongation du délai. Il n'y a pas mort d'homme, on est tous occupés, par exemple. Donc, on peut toujours demander un prolongement. Si on a un échec, si on n'arrive pas au délai demandé par ton entreprise. Par exemple, si tu t'énerves pour 10 centimes que la caissière de ton magasin préféré ne t'a pas rendu, eh bien cela ne sert à rien de t'énerver. Soit tu les oublies, soit tu vas les réclamer, mais sans t'énerver, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Eh bien c'est d'être heureux, c'est de vivre une vie libre, libre de stress, de choses inutiles, libre de pensées qui nous font stresser. Alors quand on va avoir des pensées néfastes, négatives pour nous, il faut relativiser et penser que le but dans la vie, c'est d'être heureux et pas de se prendre la tête à longueur de journée pour des choses qui n'en valent pas la peine. À quoi ça sert? Parce qu'il n'y a rien de plus grand que d'être heureux et en paix. Et être heureux, c'est chaque instant se dire « Est-ce que je fais les choses que j'ai envie de faire? Est-ce qu'aujourd'hui, à l'instant T, au moment où je marche dans la rue, je suis heureux ?» C'est la question qu'on devrait se poser à longueur de journée. Ce n'est pas un objectif qu'on atteint un jour, mais c'est quelque chose qui se fait tous les jours. La subtilité numéro 3 de s'en foutre, c'est choisir ce qui compte vraiment. Avec la maturité, avec l'âge qui passe, avec les connaissances, l'expérience que tu as acquises, tu filtres les choses. Tu gardes ta famille, tes amis, ta mission de vie, ta santé, et ce que tu jettes, c'est le regard des autres, les petites frustrations du quotidien, la validation sociale. Tout ça, il ne faut pas le garder. Faut pas garder rancœur avec quelqu'un. Faut pas s'énerver pour rien. Chaque semaine, ce que tu peux faire pour éviter de te prendre la tête pour tout, pose-toi cette question. Est-ce que ce problème que tu rencontres aura encore de l'importance dans un an? Oui ou non? Si c'est non, laisse tomber ce problème et ne te prends pas la tête dessus H24. Ce qu'on a vu ici, c'est que tu as besoin d'arrêter de fuir la réalité, de fuir les problèmes qui ne servent à rien. Le vrai changement, c'est d'accepter nos défauts, nos erreurs, les problèmes qui viennent et qui ne nous impactent pas. Accepter l'inconfort, accepter de choisir ses propres combats et arrêter de jouer un rôle et être enfin nous-mêmes. C'est ce que l'on vient de voir ici dans ce chapitre 1. Et maintenant, on va passer au chapitre 2, qui nous dit que le bonheur est un problème.
Le bonheur, selon Mark Manson, ce n'est pas une équation à résoudre ou une destination finale, mais le résultat de l'action de résoudre des problèmes. La souffrance est présentée à ce chapitre, sous quelques formes, mais surtout comme un outil biologique, c'est-à-dire nécessaire, un outil nécessaire qui nous pousse à agir et à évoluer. Et Manson, dans ce livre, il commence par une histoire de Siddhartha Gautama, c'est un bouddhiste d'origine du Népal, pour montrer une vérité qui peut déranger certaines personnes, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune configuration de vie sans souffrance. C'est-à-dire qu'on peut vivre toute notre vie, il y aura toujours de la souffrance. Même si on essaie de l'éviter, il y en aura toujours. Malgré une vie abondante que ce bouddhiste y vivait, dans l'histoire, le bouddhiste il devient prince. Il trouvait que sa vie était vide et inutile. Et en découvrant que dans le monde, il y avait beaucoup de maladies et de morts, à l'extérieur de son palais où il vivait, il a d'abord tenté l'extrême inverse, une vie de privation totale, pour ne pas prendre de risques, pour ne pas souffrir, pour éviter donc du coup cette souffrance qui l'entourait. Et après des années de faire ça, il a finalement compris que la richesse, comme la souffrance, sans but, si on n'a pas de but de vie, tout ça c'est inutile. On peut être riche ou on peut souffrir si on n'a pas de but dans la vie. Tout ça c'est inutile, ça ne sert à rien. Le prince devenu Bouddha par la suite a conclu que la vie entière est une forme de souffrance, que les riches souffrent de leur richesse et que les pauvres souffrent de leur pauvreté. Donc selon Mark Manson, comme on l'a dit, le bonheur n'est donc pas une équation à résoudre. Parce que l'insatisfaction, de base, elle est ancrée en nous. Et ce que cet exemple veut nous dire, du Bouddha qu'on vient de voir ici, c'est que si l'on vit une vie confortable, sans risque, on s'ennuie, on se vide, on perd le sens de la vie et pourquoi elle mérite d'être vécue. Et ça, c'est grave. Alors qu'une vie difficile, avec du stress, avec du manque, avec de la frustration, avec tout ça, nous motive à progresser chaque jour pour améliorer notre situation actuelle. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on essaie toujours d'éviter les difficultés, mais au final, ce que nous dit Manson ici, c'est qu'il faut vivre une vie de difficulté pour s'améliorer, pour progresser chaque jour. Le Bouddha, en fait, ce qu'il découvre dans tout ça, c'est que ce n'est pas l'excès de plaisir, ni l'excès de privation qui fonctionne. La solution, c'est d'accepter la souffrance comme normale et lui donner une direction, un but. Pourquoi on souffre ? Pourquoi je m'endette pour avoir ma maison ? À quoi ça sert ? Pourquoi je travaille 70 heures par semaine ? Est-ce que ça sert à quelque chose que je souffre comme ça ? Quel est mon but derrière ça ? Et on doit se poser cette question tous les jours. Pourquoi on souffre ? Est-ce qu'on a un objectif fixé derrière tout ça ? C'est la question que je vous pose. Et je vous donne quelques exemples ici de personnes qui sont connues, qui sont passées majoritairement par des moments difficiles dans leur vie. Par exemple, Oprah Winfrey, que vous connaissez peut-être, qui a transformé un passé qui était traumatisant en réussite. Dans son enfance, elle était pauvre, elle a subi des violences, des abus, elle a été enceinte à 14 ans, puis son enfant est décédé. Tout ça, ça a été ses difficultés d'enfance. Et ensuite, elle a transformé tout ça en devenant une des femmes les plus influentes au monde, avec un empire médiatique. Elle n'a pas cherché à fuir sa douleur de l'enfance, mais elle l'a utilisée pour créer de l'empathie et connecter avec les autres. Et tout ça, elle l'a donné public, toute son histoire. Au lieu de la cacher, on pourrait la cacher pour se dire qu'on est parfait, elle a tout montré à tout le monde. Ce que tu peux faire ici, c'est que si tu as vécu des difficultés, eh bien, il faut en faire ta force. Parce que ton histoire que tu as vécue peut devenir un positionnement fort, d'authenticité et non pas de perfection. Un autre exemple que je peux te donner ici, c'est Steve Jobs, qui a été abandonné par sa propre famille à la naissance. Il a été aussi viré par sa propre entreprise Apple. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti dans une autre entreprise et puis il est revenu chez Apple quelques années plus tard et il a créé l'iPhone, ce qui a été une révolution mondiale. La leçon ici qu'on peut voir, c'est que sur Steve Jobs, c'est que l'échec
peut devenir ta renaissance, nécessaire pour réussir. Alors chaque échec, analyse-les, parce que ça peut devenir ta réussite. Et dans ce chapitre 2, l'auteur il parle aussi il imagine un super-héros qui s'appellerait Panda Parle-Cache, dont le pouvoir de cette personne, de ce super-héros, est de dire aux gens les vérités que l'on n'aime pas entendre, mais qui sont nécessaires pourtant. Et le message de ce personnage, c'est que les problèmes ne disparaissent jamais. Ils s'améliorent simplement ou sont remplacés par d'autres. Manson affirme ici qu'il ne faut pas espérer une vie sans problème, mais une vie remplie de bons problèmes. Et il y a des mauvais et des bons problèmes, et ça, il va falloir les définir. Et nos émotions, elles ont aussi un rôle là-dedans à jouer. C'est que les émotions que l'on ressent sont des signaux que l'on réussit ou que l'on échoue. Les émotions négatives sont un appel à l'action pour résoudre un problème que l'on a ignoré peut-être. Les émotions positives, au contraire, sont une récompense pour une action correcte que l'on a fait. Et cependant, l'auteur ici prévient qu'il ne faut pas se fier aveuglement à ces émotions, car elles sont que des suggestions internes et non pas des commandements pour nous. Et donc on va approfondir un peu maintenant sur ce que l'on vient de se dire. On vient de se dire que la douleur n'est pas un bug informatique qu'on a en interne, mais c'est un système qui nous guide. La douleur physique, par exemple, nous dit qu'on a un danger immédiat. La douleur émotionnelle nous dit qu'on a un problème interne ou relationnel, par exemple. Et si on ignore cette douleur, on laisse empirer le problème. Par exemple, si tu es salarié et que tu t'ennuies constamment, peut-être que c'est parce qu'il te manque du challenge dans ton quotidien. Si tu es salarié et que tu stresses de manière chronique, c'est que peut-être tu es dans un environnement toxique qui ne correspond pas. Si tu es frustré, c'est peut-être que tes compétences sont sous-utilisées et que tu pourrais les mettre à profit d'une autre manière. Ce que tu peux faire ici, c'est analyser la douleur au lieu de la fuir. Qu'est-ce que ton émotion essaie de te dire ? Si par exemple tu as peur de vendre, peut-être que tu as un problème de confiance en toi ou de positionnement peut-être par rapport à ce produit que tu vends. Si tu subis des échecs répétés, peut-être que tu dois changer ta stratégie. Si tu te sens fatigué, peut-être que tu es mal organisé. Ce qu'on doit faire ici, c'est traiter la douleur que l'on ressent comme un feedback, pas comme un échec. Parce que c'est important, parce que souvent on se dit que l'on a échoué, et on ne va pas chercher plus loin. On ne cherche pas à résoudre l'équation de ce problème. Alors qu'au contraire, il faut se poser la question. Pourquoi j'ai échoué et comment je peux m'améliorer ? Parce que c'est important d'apprendre des erreurs que l'on a subies, que l'on a faites, des échecs que l'on a subis aussi. Cela nous permet de revenir plus fort et de surmonter le prochain échec que l'on va subir. Parce que oui, après l'échec, il y en aura un autre, et un autre, et un autre. Ça ne s'arrête jamais. Alors, ce que tu dois faire, c'est transformer chaque douleur en information à exploiter pour apprendre et ne pas repousser cette douleur et l'oublier. Il faut affronter chaque douleur. Parce que la douleur, eh bien, c'est un problème. C'est quelque chose que l'on doit résoudre. Et selon Mark Manson dans le livre, le bonheur, c'est de résoudre des problèmes. Le bonheur n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, mais un travail que l'on fait tous les jours, que l'on réalise de manière continue. Pour être heureux, selon Mark Manson, il faut identifier les problèmes que l'on a envie d'avoir et de les solutionner. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on peut choisir les problèmes que l'on a. Ils tombent pas sur nous, c'est nous qui les choisissons. L'échec face au bonheur survient généralement de deux manières. La première manière, c'est le déni, c'est-à-dire que on nie l'existence de ces problèmes. On veut les oublier, on veut même pas y penser. Ça, c'est un premier problème. C'est un premier échec, puisque si on fait comme s'il n'existait pas, un jour, ça va nous tomber dessus d'une manière qu'on ne pourra pas se relever peut-être. Le deuxième échec, c'est la mentalité de victime. C'est-à-dire qu'on va croire que l'on est incapable de résoudre ces problèmes et blâmer les autres ou les circonstances ou l'environnement qui nous entoure. Alors que c'est nous qui devons affronter nos problèmes et accepter qu'ils sont là. Contrairement à l'idée que l'on a d'habitude, selon laquelle on se dit qu'être heureux signifie ne plus avoir de problèmes,
Et Mark Manson, ici, dans ce chapitre-là, il nous dit que la vie, c'est une suite infinie de problèmes. Résoudre un problème en fait apparaître un autre. Et c'est normal et même nécessaire. Comme on le disait tout à l'heure, les échecs s'enchaînent un après l'autre. Donc, finalement, être heureux, c'est être engagé dans des problèmes qui ont du sens pour nous. Ce n'est pas un état passif où on attend ce qui se passe, mais un processus dynamique, quotidien, proactif, en recherchant les problèmes plutôt que de les subir. On ne va pas attendre qu'ils arrivent. On va choisir nos problèmes et les affronter. On ne choisit pas d'avoir des problèmes, mais on choisit lesquels on accepte d'avoir. Ça, c'est l'idée fondamentale ici. Par exemple, si tu veux être en forme, tu vas accepter la discipline, accepter l'effort, accepter la fatigue, accepter de se lever tôt pour faire cette session de sport. Si tu veux une relation profonde avec quelqu'un, tu vas accepter les conflits, accepter la vulnérabilité, accepter d'être dans ta zone de confort. Si tu veux réussir aussi, tu vas accepter l'échec et l'incertitude qui va avec. Parce que le bonheur, finalement, il vient de l'alignement entre ce que tu veux profondément faire, par exemple être en forme, avoir une relation profonde, et les difficultés que tu es prêt à assumer pour y arriver. Donc il ne faut pas éviter l'inconfort, il ne faut pas fuir la responsabilité que l'on a par rapport à un problème, parce que ça va nous engendrer de la frustration, de la stagnation, de la perte de contrôle. Il faut pas non plus adopter une mentalité de victime, ce n'est pas bon, parce que ça nous rend impuissants et on va blâmer les autres. Parce que si on ne met pas d'action par rapport à un problème, sans action, il n'y a pas de résolution de problème. Donc il n'y a pas de satisfaction et donc il n'y a pas de bonheur. Parce que le bonheur n'est pas un état, c'est un processus quotidien d'acceptation des problèmes et de résolution de problèmes. Et donc, il faut qu'on choisisse des problèmes qui nous font grandir et pas ceux qui nous détruisent. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Si tu te dis que tout va bien, que la situation actuelle est bonne, alors que les problèmes te tombent dessus, eh bien déjà, c'est mauvais. Si tu repousses les décisions difficiles que tu dois prendre, tu accumules du stress invisible, tu subis de la douleur parce que tu ne veux pas accepter ce qui s'est passé. Si tu te dis que ce n'est pas de ta faute aussi, tu perds ton pouvoir d'action, tu restes bloqué et tu subis parce que tu rejettes la faute sur les autres. Alors tu ne peux pas tout contrôler, bien sûr, mais tu contrôles ta réponse face à ce qui t'arrive. La maîtrise de soi est super importante dans la gestion des problèmes que l'on a tous les jours. Et du stress aussi, la maîtrise du stress. Et je pense que d'ailleurs sur ce sujet, je vais rechercher des livres qui portent là-dessus pour te les résumer, si tu veux bien, dans un prochain épisode peut-être. Alors ce que j'ai envie de te dire ici, c'est que tu dois choisir ta souffrance et pas la subir. La question la plus importante pour définir ta vie n'est pas qu'est-ce que tu veux faire, car tout le monde veut faire des choses positives, mais la question réelle, c'est pour quelle souffrance es-tu prêt à en baver, à souffrir? Manson donne son propre exemple ici dans le livre. Il a longtemps rêvé d'être une star du rock, mais il a fini par réaliser qu'il aimait seulement l'image du résultat. Être sur scène, avoir des fans, gagner beaucoup d'argent. Sans vraiment aimer le processus difficile pour y arriver. Les répétitions quotidiennes, le transport, les longues heures de travail. 20 heures par jour peut-être des fois il pouvait travailler. Le transport du matériel, la pratique constante, le stress, la fatigue. Tout ça, il n'aimait pas le faire. Il n'aimait pas le processus, il aimait juste le résultat. Il en a conclu ici une règle. Nos combats conditionnent nos réussites. Ce qui veut dire que ce pourquoi tu te bats tous les jours va fortement influencer tes résultats à long terme. Et que la joie, être heureux, le bonheur, réside dans l'action même d'escalader la pente, dans le processus comme l'on disait tout à l'heure d'ailleurs. La joie est dans ce que tu fais tous les jours, les actions répétées que tu as choisi de faire, dans le bonheur et dans la difficulté. Mark Manson ne voulait pas le combat, le processus qui allait avec le rêve. Et quel a été son résultat? Eh bien l'échec. On se dit souvent qu'on serait heureux quand on aura atteint le sommet, mais en réalité la satisfaction vient du fait de grimper, pas d'être arrivé en haut de la montagne, parce que résoudre un problème, ça crée du sens.
progresser crée de la fierté en nous. On sent que l'on a accompli quelque chose. Et persévérer crée de l'estime de soi, ce qui va nous aider à résoudre des problèmes encore plus grands et à continuer à progresser. Parce que une fois qu'on est arrivé au sommet, eh bien on va pas rester longtemps au sommet. C'est temporaire. Hein. Par contre, le processus que tu as fait pour arriver jusque-là, lui, il reste gravé en toi toute ta vie. Alors, au lieu de te demander quel métier me rendrait heureux, demande-toi plutôt quel type de difficulté suis-je prêt à affronter tous les jours, à vivre tous les jours. Au lieu de te dire par exemple que tu veux réussir, demande-toi si tu es prêt à échouer, recommencer, échouer, recommencer et être jugé surtout. Parce que tes combats quotidiens vont déterminer ta trajectoire et tes résultats à long terme. Et donc, ta capacité à accepter la difficulté va déterminer ta réussite. J'espère que tu as compris, bon, je l'ai répété, mais c'est bien de répéter aussi plusieurs fois les concepts pour bien les ancrer en nous. Maintenant, on va passer au chapitre 3, donc, qui porte sur nous, de se dire qu'on n'a rien d'extraordinaire, accepter que l'on n'est pas extraordinaire. Et dans ce chapitre, l'auteur il va critiquer le mouvement de l'estime de soi, qui pousse chacun à croire que l'on est exceptionnel sans avoir vraiment de raison valable. Et Manson il explique également ici que la plupart d'entre nous, on est moyen. Dans la majorité des domaines, on n'est pas bon. Et que l'acceptation de notre niveau moyen, et même médiocre parfois, elle est libératrice. Et même d'accepter d'être moyen permet de s'améliorer réellement. C'est ce que nous dit Mark Manson ici. C'est que si on se sent moyen, il faut l'accepter. Alors comme ça, accepter d'être médiocre ne semble pas forcément la bonne solution, mais vous allez voir que ce que veut dire Mark Manson ici est assez intéressant. Et l'auteur, il commence aussi par un exemple dans ce livre, c'est l'exemple de Jimmy, un homme qui se croit génial, persuadé d'être un futur milliardaire, ou un génie même incompris de la société, un génie caché. Et en réalité, Jimmy, c'est quelqu'un qui vit au crochet de ses proches. Il fuit même les échecs parce qu'il est toujours positif dans la vie. Alors, il souhaite éviter les problèmes parce qu'il a envie de grandeur sans vouloir payer le prix, le processus. Jimmy, ici, il illustre bien donc le danger d'avoir une image de soi déconnectée de la réalité, des efforts fournis. Parce que Mark Manson, il nous dit ici que il faut être réaliste avec soi-même, avec qui on est. Mark Manson s'attaque ici à un pilier du développement personnel qui est fondamental. C'est l'idée que renforcer l'estime de soi suffit à rendre les gens heureux et équilibrés. Et pour Mark Manson, en fait, cette idée, elle est fausse. C'est une idée qui est née de bonne intention. Dans les années 70, on commençait à affirmer que le manque d'estime de soi serait à l'origine de nombreux problèmes. D'échecs scolaires, de délinquance, de dépression, bref, de tout ça. Donc, le résultat de cette analyse, c'était d'augmenter son estime de soi, améliorerait la société. Alors l'intention est louable, parce que si on se sent meilleur, si on augmente notre estime de soi, c'est positif peut-être. Mais selon Mark Manson, la mise en pratique a dérivé. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a même des concours où on reçoit un trophée même par la simple participation. Par exemple, si tu fais un Ironman, j'ai vu beaucoup de gens faire des Ironman, ils reçoivent tous une médaille pour être arrivés au bout. Mais est-ce qu'ils ont réussi à être dans les 3 premiers, par exemple, ou dans les 10 premiers? Eh bien non. Si tu reçois une récompense par une simple participation, peut-être que tu ne voudras pas t'améliorer la prochaine fois. Parce que si on est valorisé systématiquement, peu importe l'effort que l'on fournit ou le résultat, Marc, lui, il est contre cette méthode de fonctionnement. Quel est le message qu'on nous fait passer en nous récompensant sans rien faire? Ou alors en nous récompensant juste pour participer? C'est que tu es génial quoi que tu fasses. Et ça, c'est pas bon. Ça ne va pas nous pousser à nous améliorer pour avoir une récompense plus grande. C'est ce que je disais juste à l'instant. Et dans certaines écoles même, dans certaines universités, il y a des notes artificiellement élevées. Parce qu'en fait, ils ont peut-être des mauvais résultats au bac, par exemple, et ils veulent que les élèves ils réussissent. Par contre, c'est un problème, parce qu'on évite l'échec, pour protéger les enfants peut-être, je ne sais pas. C'est aussi peut-être pour augmenter le niveau d'obtention de certains examens, peut-être, comme je l'ai dit. Et le résultat, c'est que
ça crée une déconnexion entre la performance réelle fournie et la perception de soi. Puisque si on a eu un résultat, on pense qu'on est supérieur, alors qu'on n'a pas fait l'effort nécessaire pour y arriver. On n'est peut-être pas au niveau du résultat que l'on a obtenu. Et ça, c'est pas bon du tout, hein. On se dit souvent que tout le monde est spécial, tout le monde peut y arriver, tout le monde mérite le succès. Et le problème, c'est que si tout le monde est exceptionnel, que si tout le monde peut y arriver, alors personne n'est vraiment exceptionnel et personne n'a réussi mieux qu'un autre. Alors l'estime de soi doit être une conséquence de ce que l'on a accompli et non un point de départ. Parce que quand on nous donne de la valeur sans effort, sans progression, sans confrontation du réel, sans affronter les problèmes, on crée une illusion de la valeur. Et cette illusion, eh bien, on va voir qu'elle ne dure pas dans le temps. Pourquoi elle ne dure pas dans le temps ? Parce que l'on n'a pas fait le dur chemin pour y arriver, la dure labeur pour arriver à cette valeur que l'on a atteint. C'est ça la vraie récompense, c'est le chemin accompli, le processus dur, très difficile, pour arriver au résultat. Et Mark Manson, il illustre cela avec le profil de Jimmy que l'on a vu tout à l'heure. Parce que Jimmy se sentait spécial, important. Il pense mériter le succès, mais il n'a pas développé les compétences ou la résilience nécessaire pour y arriver. Et quand la réalité le rattrape, un jour, il subit des échecs professionnels, il a des relations compliquées, il a des frustrations intenses, parce que le monde ne confirme pas l'image qu'il a de lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire ici ? C'est que plus on cherche à se convaincre nous-mêmes qu'on est génial, sans prouver réellement que l'on est génial, plus on devient alors dépendant de la validation extérieure, plus on évite les situations qui pourraient contredire notre image, plus on devient fragile face à l'échec, et plus on a peur de l'échec. Et la vraie alternative, selon Mark Manson, c'est qu'il faut inverser cette logique. La mauvaise approche serait d'arrêter de se dire que, par exemple, je suis formidable, donc je mérite de réussir. Ça, il faut arrêter de se le dire. Par contre, une approche plus saine serait de se dire « Je fais les choses difficiles tous les jours. Je progresse, donc je développe une estime de moi réelle et vraie, complètement vraie, authentique. » Il ne faut pas être égocentrique. Et l'égocentrisme, il a deux visages qui sont opposés mais profondément identiques. Par exemple, si tu te dis que tu es spécial, tu te dis que tes problèmes, ta vie, ta personne est unique et que tu mérites un traitement spécial, c'est que tu prétends à une vie meilleure. Bon, c'est pas mauvais en soi, hein. Mais ce qui n'est pas bon, c'est le complexe de supériorité. Te dire que tu es exceptionnel parce que tu mérites plus que les autres. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que tu te sens au-dessus des autres, tu méprises les autres, tu juges les autres, tu refuses même la critique. Mais derrière cette posture qui est négative, il y a souvent de la fragilité. Tu as peur, peut-être, de ne pas être à la hauteur. C'est ce qui nous amène au concept suivant, qui est le complexe d'infériorité. On vient de voir le complexe de supériorité. Là, ici, on parle maintenant de victimisation, hein, parce que tu te dis parfois que tu es nul, donc la vie te doit quelque chose. Ça, c'est encore autre chose. Ici, la personne, si tu te dis ça, tu vas te dévaloriser constamment, tu vas te comparer aux autres, ou tu vas te voir comme une victime. Mais si tu penses comme ça, tu restes centré sur toi-même. Comme sur la partie supériorité de tout à l'heure, le complexe de supériorité, tu étais égocentré. Et là, sur la partie d'infériorité, tu te sens aussi égocentré. Parce que tu te dis que personne ne souffre comme toi, que ta situation est pire que toutes les autres. Et ces deux complexes que l'on vient de voir, en fait, ces deux attitudes, elles semblent opposées complètement, hein. Mais l'une dit que tu es meilleur que tout le monde, l'autre dit que tu es pire que tout le monde. Et dans les deux cas, on se place au centre de tout. C'est une forme d'égocentrisme dans les deux sens. Et ce n'est pas bon du tout. Ici, Marc, il nous partage son propre passé, hein, d'adolescent rebelle qui a subi beaucoup de problèmes. Il a été arrêté pour possession de drogue à l'école. Et cet événement, il en a enchaîné d'autres. Bien qu'il ait nié tous les faits avec force, il disait que ce n'était pas vrai, qu'il n'a pas possédé de drogue, etc. Quelques jours après, la drogue a été découverte dans un compartiment secret de son sac à dos.
Et là, ça a été difficile pour lui. Les conséquences, elles ont été très sévères et immédiates. Il a été menotté, amené par la police. Il a été renvoyé de son collège. Même ses parents l'ont privé de sortie. Et sa mère a même jeté tous ses objets qu'il possédait. Ce qu'il a vécu comme une véritable choc dans sa vie. Son père l'a même forcé à faire des papiers pour son entreprise. Alors qu'il était tout jeune. Et pour compenser ce qu'il a subi, il s'est lui-même pris la tête pendant des années. Il a cherché une validation constante, notamment à travers ses relations avec les femmes. Et un jour, il a pris conscience qu'il se prenait la tête pour rien. Qu'il y a beaucoup de personnes qui ont subi les problèmes qu'il avait subis. Il a compris qu'en fait, pendant des années, il s'est pris la tête là-dessus. Il était égocentré sur lui-même. Que ce soit sous une forme de complexe de supériorité ou d'infériorité, il n'était qu'une face d'une même pièce, il était lui-même. Le problème, c'est qu'il se prenait la tête pour rien. Le passé est passé. Maintenant, il faut voir vers l'avenir. Il a fini par réaliser que les problèmes qu'il avait, il n'avait rien d'extraordinaire et que des millions de personnes ont déjà vécu cette situation. Et donc, il a accepté sa propre vie comme une banalité, ce qu'il avait vécu pour aller de l'avant. Et donc, où je veux en venir ici? Je veux en venir ici au fait que dans la vie de tous les jours, on voit souvent des succès spectaculaires, des vies parfaites, des histoires extrêmes. Et on pense que notre vie est insuffisante, que l'on est moyen, et que c'est honteux de ne pas faire ce que d'autres personnes font. Moi, j'ai envie de te dire qu'il ne faut pas se surévaluer, qu'il ne faut pas se dire qu'on peut être meilleur que les autres, qu'il ne faut pas se dévaloriser non plus, qu'il ne faut pas se dire que l'on est nul comparé aux autres. Il ne faut pas se comparer aux autres parce que dans les deux cas, on est frustré. Et ça, c'est ce que l'on veut éviter. On doit accepter d'être tel qu'on est. Et c'est là qu'on doit accepter d'être moyen, qu'on doit accepter d'être médiocre. On ne doit pas se résigner, mais on doit se libérer. Pourquoi on doit se libérer? Parce que tu n'as plus besoin de prouver que tu es spécial si tu es libre, si tu t'acceptes tel que tu es. Tu peux te concentrer sur ce que compte vraiment pour toi. Tu avances sans pression, externe ou interne, parce que souvent on se compare aux autres et ça nous donne de la pression et ça, on va l'éviter. Pour devenir excellent, si tu as envie d'être excellent dans ton domaine, le vrai chemin, c'est celui-là. Ceux qui deviennent vraiment excellents ne cherchent pas à être exceptionnels. Ils acceptent d'être mauvais au début, mais ils travaillent progressivement tous les jours. Ils s'améliorent de 1% tous les jours. Ils s'améliorent tous les jours avec constance. Ça, c'est le but. Le moteur des personnes qui réussissent, ce n'est pas l'égocentrisme, mais le processus, le chemin, le travail est dur. La conclusion que j'ai envie de te donner ici, c'est que la supériorité ou l'infériorité, c'est un piège. C'est l'égocentrisme. Le besoin d'être spécial, le besoin d'être exceptionnel va te créer de la souffrance et de la frustration. Et ça, ce n'est pas bon non plus. Donc on doit accepter d'être normal, parce que ça va nous créer de la liberté, ça va nous laisser l'espace pour progresser. Parce qu'on n'a pas besoin d'être extraordinaire pour vivre une vie qui a du sens pour nous. On doit juste accepter qui on est, nos forces, nos faiblesses, et accepter aussi le dur chemin qui va avec, que l'on a devant nous, pour arriver à atteindre l'excellence que l'on recherche. C'était le chapitre 3, et on va passer maintenant au chapitre 4 qui porte sur la valeur de la souffrance. Puisque la souffrance, elle est inévitable, la question essentielle est de savoir pourquoi on souffre. Et dans ce chapitre, Manson il propose d'évaluer notre vie selon les valeurs cool, comme il dit ici. C'est des valeurs basées sur la réalité, des valeurs constructives, des valeurs qui sont contrôlables, plutôt que de vivre sur des valeurs qui ne servent à rien, par exemple des superstitions, des valeurs destructrices ou encore incontrôlables. Et dans ce chapitre, Mark il aborde l'histoire de Hiro Onada. C'est un soldat japonais qui a continué à mener la guerre même quand elle était finie, seul dans la jungle aux Philippines. C'était la guerre au Japon en 1974. Pendant 30 ans, Hiro Onada il s'est battu, même après la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, refusant de croire à la reddition, à la capitulation du Japon. Il a refusé de croire ça, il s'est battu toujours dans la jungle. Et Onada, il a enduré des conditions extrêmes par loyauté envers son empire, son pays, qui n'existait plus.
Et au bout de 30 ans, il a décidé de rentrer au Japon, en 1974. Il fut dévasté quand il a découvert que son pays était devenu un pays de consumérisme, que son pays a abandonné les valeurs de sacrifice pour lesquelles lui il s'était battu pendant la guerre. Et sa souffrance qu'il a subie pendant 30 ans a perdu tout son sens. Il s'est rendu déprimé même, qu'il ne l'avait. Et au retour au Japon, il était déprimé de voir ce qui s'était passé. Cette prise de conscience, en fait, qu'il avait perdu 30 ans de sa vie pour rien, parce que son pays avait perdu ses valeurs qu'il avait lui toujours. Et tout ça l'a impacté profondément, parce qu'il avait beaucoup souffert pour rien. Il avait gâché au passage ses 30 ans de vie. Alors en 1980, il s'est rendu compte que tout ça ne servait à rien, et il est même parti de son pays qu'il aimait. Alors cette histoire de Hiro Onoda, elle nous permet de nous remettre en question, de prendre conscience de ce que l'on fait tous les jours, de prendre conscience de qui on est, de se poser des questions sur ce que l'on ressent tous les jours. En quelque sorte de faire une introspection avant que cela ne soit trop tard et que l'on perde comme Hiro Onoda 30 ans de vie. Donc, Mark Manson, par rapport à cette histoire, il nous donne 3 questions qui correspondent à 3 couches d'un oignon. C'est ce qu'il nous propose dans le livre, les 3 couches de l'oignon. Et on va voir ces 3 couches une par une. L'oignon de la conscience de soi, en fait, il appelle ça. L'auteur compare en fait la connaissance de soi à un oignon composé de 3 couches successives. La première couche, c'est la compréhension des émotions. Et là, c'est identifier simplement ce que l'on ressent. Par exemple, à un moment donné, tu ressens de la joie, eh bien, ressens-le profondément. Si tu sens que tu as des larmes qui coulent, est-ce que c'est de la tristesse ou de la joie? Ou est-ce que c'est de la colère? C'est ce que l'on va voir ici. Et la seconde couche, c'est la capacité à se demander pourquoi. C'est comprendre l'origine de ces émotions. Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis heureux? La troisième couche, c'est les valeurs personnelles. C'est la couche la plus profonde. Elle consiste à se demander selon quels critères est-ce que je me juge et selon quels critères je juge les autres. C'est nos valeurs, en fait, qui vont définir la nature des problèmes que l'on a. Et on va rentrer dans le détail de chacune de ces couches maintenant. La première couche, donc, c'est comprendre ses émotions. Il s'agit simplement de savoir, est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es frustré? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es anxieux? Alors cela paraît simple, mais beaucoup de gens confondent leurs émotions. Même certaines personnes fuient leurs émotions par peur. Même certaines personnes vont cacher ces émotions. Par exemple, si tu es en colère, tu vas montrer de la tristesse. Si tu as de l'humour, tu vas ressentir du malaise. Sans cette étape, tu subis tes émotions au lieu de les comprendre. Alors on doit accepter nos émotions plutôt que de les éviter, parce que c'est essentiel dans toute situation de savoir comment on se ressent à tout moment. Si tu te sens stressé, par exemple, en colère, surmené, fatigué, tu dois réaliser ces émotions pour ensuite les analyser et comprendre pourquoi tu ressens ces émotions avec la seconde couche. On doit apprendre à se connaître pour progresser. Donc la deuxième couche, c'est comprendre pourquoi. Une fois qu'on a identifié l'émotion, pourquoi je ressens cette émotion? Exemple, je suis en colère parce que je me sens pas respecté. Je suis anxieux parce que j'ai peur d'échouer. Ou encore, je suis jaloux parce que je me compare aux autres. Mes résultats sont moins bons que les autres. Ici, tu passes de la réaction automatique que je suis en colère à une recherche de la compréhension des mécanismes et de comment fonctionne cette émotion, de pourquoi cette émotion est là. Ça, c'est important. On passe maintenant à la troisième couche de l'oignon, c'est les valeurs. C'est la couche la plus profonde, la plus importante. C'est la vraie question que l'on va se poser ici, c'est la suivante. Sur quoi se base mon jugement de moi-même et des autres? Et là, on va parler de valeurs. Est-ce que je me juge sur la réussite, sur le regard des autres? Est-ce que je me juge sur l'argent, sur l'honnêteté, sur l'effort que je fournis? Et pourquoi les valeurs changent tout? Parce que tes valeurs, elles vont déterminer ce qui te rend heureux, ce qui te fait souffrir et les problèmes que tu rencontres.
Par exemple, si ta valeur, c'est être aimé de tous, alors peut-être que tu souffres du rejet des autres. Si ta valeur, c'est de progresser, peut-être que tu vas accepter l'échec. C'est une même situation, mais avec une expérience complètement différente. Tu vas ressentir une émotion, tu vas comprendre pourquoi elle existe, et tu vas te poser la question, quelle valeur j'associe à cette émotion ? Et Manson, il insiste sur un point clé ici, c'est que parfois on a certaines valeurs qui sont toxiques, des valeurs qui sont extérieures, incontrôlables, et sont souvent socialement destructrices. Le plaisir superficiel, par exemple. C'est pour certains une priorité qui mène souvent à l'anxiété et à l'instabilité. La réussite matérielle, c'est aussi une valeur toxique, parce qu'une fois que les besoins de base sont comblés, selon l'auteur, selon Mark Manson, la réussite matérielle n'augmente plus le bonheur. C'est-à-dire que la réussite matérielle n'apporte rien de plus. Avoir toujours raison aussi, c'est une valeur toxique. Ça va t'empêcher d'apprendre de tes erreurs. Et ça, ce n'est pas bon non plus. Rester positif quoi qu'il arrive. Mark Manson aussi dit que c'est une valeur destructrice. Parce que ça va te conduire au déni, à l'oubli, à fuir les problèmes que tu as. Tu vas faire peut-être, si tu restes positif quoi qu'il arrive, tu vas peut-être faire abstraction de la réalité, de ce qui t'arrive, et tôt ou tard, on se retrouvera face à un mur. Et ces valeurs que nous venons de voir ici, eh bien, elles créent de l'anxiété, de la frustration et de la dépendance. Ce sont des valeurs qui ne nous amènent pas à la réussite, mais à l'illusion que l'on réussit. Alors, au contraire, il y a des valeurs solides, des valeurs cool, comme le dit l'auteur ici dans le livre. Elles sont internes, ces valeurs, immédiates et contrôlables. Par exemple, l'honnêteté, ou encore l'innovation, la vulnérabilité, le respect de soi, la curiosité, l'humilité, l'effort, l'amour, la persévérance. Ces valeurs, elles dépendent de notre propre comportement et non des facteurs externes ou de l'opinion des autres. Donc, elles sont contrôlables. On peut savoir, on peut maîtriser ces valeurs. Et ça, c'est important. Parce que ces valeurs, elles vont nous rendre stables, plus libres, plus résilients face à un obstacle, persévérants pour continuer à progresser. Elles vont nous donner aussi de l'humilité. Et selon Mark Manson, le développement personnel consiste en réalité à prioriser des meilleures valeurs. Si on choisit des critères d'évaluation sains, c'est-à-dire des valeurs qui portent sur des valeurs saines, comme celles que l'on vient de parler juste à l'instant, on se confronte à de meilleurs problèmes, à des problèmes que l'on recherche, ce qui va améliorer directement notre qualité de vie. Donc on vient de voir la partie 1, et dans la partie 2, on va voir les 5 valeurs fondamentales essentielles pour notre vie. Ici, on va voir les 5 autres chapitres qui portent sur 5 valeurs fondamentales. Et ici, c'est une étape plus profonde parce que plus personnelle et surtout plus engageante, on va choisir nos valeurs. Parce que maintenant, il est temps de faire un choix, un vrai, et c'est le choix de tes valeurs. Pas celles qu'on t'a apprises, pas celles qu'on affiche sur les réseaux sociaux par exemple, mais celles qui vont réellement guider ta vie. Un passage que j'ai trouvé particulièrement puissant et que j'ai relu plusieurs fois. Et d'ailleurs, je le relirai plus tard parce que c'est vrai qu'il faut de temps en temps revenir sur nos propres valeurs et se poser des questions dessus. Et dans cette partie, donc les 5 repères essentiels. Des valeurs qui ne sont pas là pour te rassurer, mais pour te confronter à la réalité. Des valeurs qui vont te demander du courage, de l'honnêteté et surtout de la prise de responsabilité. Parce qu'au final, ta vie n'est rien d'autre que la somme de ce que tu décides d'accepter tous les jours, des petits choix que tu fais. Et c'est par ça qu'on va commencer d'ailleurs. Parce qu'on fait tout le temps des choix, des bons ou des mauvais, et c'est la prise de responsabilité de ces choix qui va compter. Parce qu'on n'est pas toujours responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable toujours de la façon dont nous agissons, dont nous choisissons d'y réagir. Et ici, Marc, dans ce chapitre, il nous dit que choisir ses problèmes permet de se sentir puissant plutôt que d'être une victime. Et c'est bien vrai parce que si on subit nos problèmes, si quelqu'un les choisit pour nous, eh bien on ne pourra pas y faire face. Alors que si c'est un domaine de prédilection, un domaine que l'on maîtrise, eh bien on attendra même les problèmes avec impatience pour les surmonter, parce que ce sera motivant.
On sera armé pour affronter les problèmes plus facilement. Je vais vous donner un exemple pour cette partie-là. Imagine que tu dois faire un marathon de 42 km avec quelqu'un qui te pointe une arme sur la tempe pour que tu le fasses, pour te forcer à le faire. Alors je pense que ce sera compliqué de ne pas le faire puisque tu seras obligé, mais tu n'auras pas choisi toi-même cet objectif. Et tu ne donneras pas le meilleur de toi-même pour obtenir les meilleurs résultats. Et la douleur physique sera aussi forte. Par contre, si tu choisis de t'entraîner tous les jours pendant 6 mois pour réussir ce marathon, tu te prépares tous les jours, tu fais tous les jours de l'entraînement pour y arriver. La différence sera énorme. Tu attendras ce jour du marathon avec impatience. Tu affronteras tes difficultés, tes fatigues, tes douleurs physiques. Tu pourras tout affronter, peu importe ce qui t'arrivera, et tu obtiendras sûrement des meilleurs résultats. Et en plus, tu pourras réussir parce que tu auras choisi cette difficulté, parce que tu t'es préparé, tu as visualisé ce qui pourrait arriver de pire. Tu maîtrises ce domaine, alors tu n'as pas peur. Et dans les deux cas que l'on vient de voir ici, la souffrance physique est la même. Mais la perception change radicalement selon si le problème est choisi par toi. Alors si tu as choisi ce problème, tu te sens plus fort. Au contraire, si le problème est imposé par quelque chose d'externe, alors tu te sens comme une victime. Et pour illustrer davantage le pouvoir de la prise de responsabilité et de choix, Mark Manson, lui, il raconte la vie de William James, considéré comme le père de la psychologie américaine. William est né dans une famille aisée, mais accablé de maladies chroniques, mal de dos, problèmes de vue, difficultés à entendre même, ainsi que d'autres problèmes d'estomac. Il se considérait comme le raté de la famille, William, face à ses frères et ses sœurs brillants qui réussissaient tout dans leur vie. À tel point que William, il en est venu à la dépression même et jusqu'au bord du suicide. Mais finalement, il a bien réfléchi. Et avant de prendre une très mauvaise décision pour sa vie, il s'est laissé une dernière chance. Il a décidé de mener une expérience sur lui-même. Pendant 1 an, il ferait comme s'il était 100% responsable de tout ce qui lui arrivait dans sa vie. Les bons et surtout les mauvais moments qu'il allait vivre. Et quel a été le résultat au bout d'1 an ? Il était au bord du suicide au début. Mais cette prise de conscience a été sa renaissance. S'il ne pouvait pas contrôler son héritage, ce qu'il héritait de sa famille, son expérience ou ses malheurs passés, il pouvait contrôler là ses actions et ses interprétations d'aujourd'hui, du présent. Son estime de soi aussi a largement augmenté et surmonter les problèmes l'ont rendu beaucoup plus fort et même d'avoir des objectifs pour son futur. Il était une autre personne, loin derrière lui la dépression qui l'accablait. Et aujourd'hui, il se sent beaucoup plus maître de sa vie. Et ça, c'est le but de notre vie, c'est de la maîtriser. Ces problèmes ne disparaissent pas, mais il les gère mieux. Il devient plus proactif et moins une victime comme il l'était auparavant. Il développe même une forme de résilience mentale. Alors, avec cet exemple, on va voir ce qu'il nous apporte. Ce que nous dit cet exemple, c'est que l'on a en nous tout ce qu'il faut pour changer ce qui nous arrive. On a le choix de s'améliorer, on a le choix de changer sa vie, on a le choix de changer notre comportement, on a le choix de changer notre environnement, on a le choix de choisir nos résultats que l'on va atteindre. Mais il ne tient qu'à nous de choisir ou non de changer nous-mêmes. Tout n'est pas fini tant qu'on est encore debout. Alors on doit se battre jusqu'au bout pour changer ce qui ne va pas. Tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, de tout ce qui t'arrive, mais tu es responsable de ce que tu en fais. Tu n'as pas toujours le contrôle sur ce qui t'arrive, mais tu as toujours le contrôle sur ta réaction vis-à-vis de ce qui t'arrive. Et ce choix peut transformer toute ta vie. On doit prendre le contrôle. Et Marc ici, il va opposer la faute, la mentalité de victime, à la responsabilité. C'est une distinction simple, mais très importante pour lui, et on va voir pourquoi. Parce que si tu penses à l'erreur que tu as faite, tu as raté un entretien d'embauche, par exemple. Si tu penses à la faute que tu as commise, ça veut dire que tu es tourné vers le passé. Parce que l'entretien, il est déjà passé. Alors que si tu te poses la question suivante, qui a causé le problème ? Comment se fait-il que j'ai commis cette erreur ? Alors, si tu te poses ce genre de questions,
Eh bien, c'est que tu prends tes responsabilités et tu te tournes vers le présent et même vers le futur. Tu as eu un problème. Alors, ok, tu as fait cette erreur, très bien. Mais tu dois te poser la question suivante. Qu'est-ce que je fais maintenant? Le problème, c'est que beaucoup de gens restent bloqués sur la faute, sur l'erreur qu'ils ont commise, et se retournent l'esprit sur cette erreur. Alors que les gens qui avancent se concentrent sur la responsabilité. Soit tu choisis d'ignorer un problème, ou soit tu prends ta responsabilité et tu affrontes ce problème. Mark Manson nous raconte son expérience sur le sujet, parce qu'il a été trompé dans une relation amoureuse. Il a ressenti de la trahison par la faute de son ex-petite amie, mais il a ressenti aussi de la douleur, ce qui lui a permis de se reconstruire face à ce problème, face à ce qu'il a subi, et il a donc pris ses responsabilités pour changer. Il a pris sa douleur comme quelque chose pour le rendre plus fort, pour continuer à avancer. Il n'est pas resté fixé sur la haine, sur la trahison. Il s'est focalisé sur ce qui pouvait changer, sa perception de l'événement qui s'est produit dans sa vie. Et c'est là que beaucoup de gens échouent. On reste souvent bloqué sur notre ressentiment, sur la haine, sur la tristesse, sur la peur. On attend la réparation automatique d'un problème qui s'est produit. Et Manson, lui, il a compris que l'on doit guérir. Et c'est un choix que l'on fait. Une décision délibérée. C'est prendre ses responsabilités. C'est pas un événement passif que l'on subit. Attendre que ça se résout tout seul, ça ne marche pas. Il faut prendre les devants, anticiper. Et selon Mark Manson, ce que l'on vient de voir, c'est comme le poker. Tu ne choisis pas ta famille, ton passé, tes difficultés. Et pour Mark Manson, tout ça, c'est l'équivalent à ta main de départ au poker. Et tu ne choisis pas donc ta famille, ton passé, tes difficultés, mais tu choisis comment tu joues, comment tu vis avec. Les risques que tu es prêt à prendre, ta stratégie pour avancer dans la vie. Et souvent, les meilleurs joueurs ne sont pas ceux qui ont les meilleures cartes en main dès le départ, mais ceux qui jouent le mieux avec ce qu'ils ont. Et même dans les situations extrêmes, que tu aies eu des traumatismes, des maladies, une injustice, rien de tout ça n'est de ta faute. Mais si tu veux t'en sortir, ta réaction reste ta responsabilité. Ce n'est pas juste souffrir, et on va souffrir dans la vie, c'est sûr, mais il vaut mieux se sentir responsable que se sentir comme une victime. Et c'est le piège de se sentir une victime. Et c'est le piège, la victime-attitude. Aujourd'hui, il est tentant de se dire, de se définir comme une victime, de chercher la validation et de chercher le soutien des autres, de dénoncer les autres sans agir. Il est même facile de s'énerver contre des injustices, contre l'environnement, contre la guerre, pour éviter de régler ses propres problèmes à nous-mêmes. Mais c'est dangereux tout ça. Et pourquoi c'est dangereux ? Parce que si on se sent comme une victime, ça nous donne l'illusion qu'on a raison. Ça nous donne envie d'éviter la responsabilité. Parce que tu n'as rien envie de changer. Tu vois que c'est les autres qui doivent changer et pas toi. Et ça, c'est le vrai problème. Éviter l'inconfort de ce changement. Par exemple, si tu es souvent malade, tu penses que tu dois subir parce que c'est comme ça. Tu es né comme ça, tu as toujours eu des maladies. Eh bien, au lieu de ça, pose-toi ces questions. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer cette situation ? Est-ce que tu dois voir de meilleurs médecins ? Est-ce que tu dois faire plus de sport ? Est-ce que tu dois manger plus sainement ? Est-ce que tu dois perdre du poids peut-être ? Ou encore, est-ce que tu dois porter un masque lors des sorties où il y a beaucoup de monde ? Ou encore, imagine quelqu'un dans une relation qui le rend malheureux. Il se sent rabaissé par cette relation, il se plaint souvent à ses amis, il dit qu'il mérite mieux, que cette personne lui fait du mal. Et là encore, c'est peut-être totalement vrai, c'est possible, mais c'est dangereux. Parce que ça donne l'illusion qu'il est une victime et qu'il a raison. Et qu'il ne prend pas ses responsabilités surtout. Parce que si tu ne prends pas tes responsabilités, tu acceptes que c'est toi qui dois changer, que tu as la possibilité de changer. Ça veut dire que tu veux rester dans cette situation toute ta vie. Résultat, la situation continue. Et souvent même, la situation empire. Mais tu dois changer. Et au fond, le changement, c'est simple. Il suffit de choisir de valoriser autre chose que la situation actuelle. Il s'agit de voir plus loin, de voir ce que l'on peut apprendre de bon, de ce que l'on a subi, et choisir de changer plutôt que de stagner, rester dans cette situation qui n'est pas la plus favorable pour toi. Mais ce n'est pas facile,
Parce que ça implique de se sentir seul, de se sentir nul au début, de perdre certaines relations même, de se sentir mal. On a même l'impression de se mentir à nous-mêmes en disant que c'est possible, alors que la situation ne s'y apprête pas. Et beaucoup de gens préfèrent rester dans leurs anciens schémas, plutôt que d'affronter l'inconfort. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours ta réponse vis-à-vis de ce qui t'arrive. On doit prendre nos responsabilités. C'est le premier point essentiel que l'on a vu ici. On doit se rendre compte que notre croissance et notre amélioration personnelle dépend entièrement du fait que nous nous reconnaissions responsables à 100% de notre vie. Et ça, c'est super important. Je veux que tu retiennes ça ici. Je crois que c'est la règle de toute une vie. On doit être responsable 100% de nos actes qui nous arrivent tous les jours. Même si cela semble évident ou simple, c'est la clé du changement. Nous pouvons décider de blâmer les autres, la vie ou notre situation personnelle. Je suis né dans une famille pauvre, je vis dans un pays sans opportunité, alors c'est normal que je n'y arrive pas. Ces commentaires, ils sont vraiment négatifs. Et ils ne font que transférer ta responsabilité aux autres, au gouvernement, aux parents ou à nos enfants. Et en faisant ça, on perd notre pouvoir d'action. La réalité change quand on comprend que les événements arrivent tout simplement. Et qu'on est responsable de la manière dont on décide de nous sentir à leur sujet. Ce n'est pas parce qu'on a reçu une mauvaise vie, une mauvaise main de départ au poker, que l'on n'est pas responsable de la façon dont on joue nos cartes. Les meilleurs joueurs ne sont pas seulement chanceux, ils apprennent à mieux jouer parce qu'ils se sentent responsables de leur progression. Alors, considère-toi responsable de ta propre progression. Personne d'autre ne va t'aider. Parce que ton bonheur, au final, ne dépend pas ni de ton partenaire, ni de ta famille. Le bonheur dépend à 100% de toi. C'est toi qui choisis d'être heureux. Et maintenant, on va passer au chapitre 6, à la deuxième valeur ici. C'est qu'on doit être humble. On doit se dire que l'on a faux sur toute la route. Ce que l'on va voir ici, c'est l'humilité pour se remettre en question. Alors, pendant des siècles et des siècles, l'humanité a cru des choses totalement fausses. On a cru que la Terre était au centre de l'univers. On a cru que la Terre était même plate, que le Soleil tournait autour de la Terre, que les maladies se soignaient avec des saignées dans le corps. Certaines croyances semblaient évidentes jusqu'à ce qu'on les remette en question. Et à chaque époque, les gens étaient convaincus d'avoir raison. Mark Manson va casser une illusion du développement personnel. Souvent, on dit que le développement personnel permet de nous rendre compte qu'avant on avait tort et que maintenant on a changé, que l'on a compris, que l'on est dans le vrai, qu'on progresse vraiment, qu'il y a une technique unique pour s'améliorer. Et Mark Manson ici nous dit que tout ça c'est faux. Parce que le développement personnel c'est comme une discipline scientifique dont nous sommes les cobayes. Toutes les décisions que nous prenons, comportements, actions, réactions, émotions, peuvent être testées et changées à l'infini. Il n'y a pas une seule vérité absolue. Tu ne peux jamais tout comprendre parfaitement et avoir toujours raison. C'est faux. Tu es toujours limité par ton expérience, ton vécu, tes croyances. Ce qui se passe, c'est que ton cerveau simplifie la réalité. Ton point de vue est toujours partiel, il n'est jamais complet. Par exemple, imagine quelqu'un qui est en couple depuis des années. Au début, ils sont convaincus qu'une relation réussie, c'est éviter les problèmes. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils évitent les discussions difficiles. Ils gardent leur frustration pour ne pas gêner l'autre. Ils font des compromis silencieux. Et quel est le résultat ? Eh bien, c'est une relation qui est calme, mais de plus en plus frustrante, distante, moins de communication, moins d'échanges. Et puis un jour, la relation commence à se tendre et même casse. Et alors, au bout d'un moment, au bout de quelques années, ils découvrent alors une autre vision. Ils commencent à lire des livres sur le sujet pour comprendre ce qui s'est passé. Thérapie de couple, lecture, expérience. Ils se rendent compte qu'une relation saine, au final, ce n'est pas éviter les conflits. C'est savoir les gérer, savoir les affronter, savoir les communiquer, savoir échanger sur les problèmes pour les résoudre tous les jours, se dire les choses tous les jours. Et là, ils apprennent à exprimer leurs problèmes, à écouter sans attaquer les autres, à accepter les désaccords. Et ce qu'ils réalisent au final, ils pensaient avoir tout compris, ils pensaient tout maîtriser, ils pensaient que leur relation était parfaite, alors qu'en réalité, ils
avaient une croyance, mais incomplète, pas forcément fausse. Ils n'avaient pas tous les éléments. Et même maintenant, il n'y a pas de vérité absolue, juste une version moins fausse de la réalité. C'est ça que veut nous dire Mark Manson ici. Que la vérité totale est inaccessible. Même dans ton domaine de prédilection dans lequel tu travailles depuis des années, ton expérience est précieuse, mais limitée par ton point de vue et ton cadre habituel. L'humilité est la curiosité. Donc on doit rester curieux et être proactif, chercher toujours des solutions, à remettre en question nos connaissances, pas pour trouver la réponse absolue, mais pour essayer de trouver une réponse plus appropriée à chaque problème que l'on affronte dans notre quotidien. Le vrai danger, ce n'est pas de se tromper, c'est de croire qu'on ne se trompe plus. Quand tu penses que tu as compris comment fonctionne la vie, que tu maîtrises ton domaine, que tu dis « moi je sais tout, c'est pas la peine de m'expliquer », eh bien le problème c'est que tu arrêtes de remettre en question toutes les possibilités. Tu arrêtes de progresser du coup, puisque tu n'es plus curieux, tu te poses plus de questions. Alors qu'on doit toujours se remettre en question, même sur nos certitudes les plus profondes. C'est super important, car c'est comme ça que l'on apprend. Et la clé, selon Mark Manson ici, c'est qu'on doit donc accepter que nos idées actuelles sont probablement imparfaites. Pas pour nous rabaisser, mais pour rester ouverts. Parce que ça nous permet d'apprendre plus vite, de corriger nos erreurs et de ne pas arrêter de progresser. C'est en quelque sorte une nouvelle façon de voir la vie. Au lieu de chercher la bonne réponse, on va chercher une meilleure réponse que la précédente. C'est une logique d'amélioration continue. Parce qu'on n'atteindra jamais une vérité parfaite, mais on peut toujours nous rapprocher d'une compréhension plus juste de la réalité. Et surtout, ce que j'ai envie de te dire ici, c'est que grandir, ce n'est pas devenir quelqu'un qui a raison, c'est devenir quelqu'un qui est capable de reconnaître quand il a tort. Et ça, c'est fondamental. Ce que tu dois retenir aussi, c'est que tes certitudes d'aujourd'hui seront tes erreurs de demain. Que le progrès, c'est corriger constamment les erreurs que nous aurons. Être humble, c'est une condition parfaite pour évoluer, progresser dans tous les domaines de notre vie. Et Mark Manson va plus loin dans l'humilité. Il approfondit le sujet avec une expérience qu'il a réalisée concernant le cerveau, qui selon l'auteur, c'est une machine à fabriquer du sens. Et souvent, du faux sens. Mark Manson, il s'appuie sur une expérience où des personnes, doivent gagner des points en appuyant sur des boutons. Mais aucune de ces personnes ne sait comment gagner des points. Ils voient leur score augmenter, mais ne savent pas quelle combinaison permet de gagner des points. Bien que les points soient distribués de manière aléatoire et sans schéma ou combinaison possible pour gagner des points, les participants inventent des séquences complexes et absurdes. Se tenir sur un pied, taper le plafond, en étant persuadés d'avoir trouvé la règle. Mais aucun d'entre eux ne pouvait pourtant trouver la séquence parfaite, puisqu'il n'y en avait aucune. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le problème, c'est que notre esprit crée constamment des associations pour contrôler son environnement. Mais il est imparfait, il est même faux. Et c'est bien là notre problème. On ne remet pas assez en question nos croyances, nos idées. On est un peu borné de base. Et c'est pourquoi, souvent, on est bloqué sans progresser. Alors l'idée ici, c'est de reconnaître constamment que l'on n'a pas forcément raison ou tort, en permanence, mais qu'il peut y avoir des ambiguïtés que l'on ne maîtrise pas. Parce que la conséquence, quand une croyance est établie à l'intérieur de nous, eh bien notre cerveau s'y accroche et ignore les preuves du contraire. C'est pour ça que souvent on refuse d'accepter une opinion des autres. Parce que notre cerveau, il est bloqué. On doit prendre conscience de ça si on veut progresser dans notre vie. Parce que l'incertitude est la base de la progression. Qui croit tout savoir n'apprend rien de plus. Et Mark Manson amène donc une nouvelle loi ici, c'est la loi de l'évitement. On a déjà récemment abordé la loi de Parkinson, qui dit que tout travail tend à se dilater pour occuper tout le temps qui lui est imparti. Ou encore on a vu la loi de Murphy qui nous dit que tout ce qui pourrait mal tourner finit effectivement par mal tourner. Et ici, Mark Manson il vient ajouter sa propre loi, c'est la loi de l'évitement, qui nous dit que
plus quelque chose met en danger notre identité, plus on s'efforce de l'éviter. Plus précisément, cette loi veut dire que plus quelque chose menace de modifier ton image, l'appréciation que tu as de toi-même, qu'elle soit positive ou négative, que tu t'estimes ou pas à la hauteur de tes aspirations, par exemple, plus tu cherches à contourner quelque chose. On évite toujours les opportunités, même si elles sont positives, si elles menacent notre image que nous avons de nous-mêmes. Par exemple, un artiste qui ne publie plus rien pour ne pas risquer de perdre son identité. Par exemple, tu ne veux pas décevoir tes potes parce que tu n'aimes pas le film que vous voulez aller voir au cinéma samedi prochain. Alors tu y vas quand même. Pourquoi ? Parce que tu as peur de les décevoir. Parce que tu es quelqu'un qui souvent accepte toujours tout ce qu'on lui propose. Et là, tu n'as pas envie de voir ce film et pourtant tu y vas quand même. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas envie de perdre ton identité, qui est celle de quelqu'un de fiable. Et souvent, on a beaucoup d'opportunités comme ça, que l'on se refuse catégoriquement de saisir parce qu'elles menacent notre identité, notre regard sur nous-mêmes, par peur de perdre nos valeurs vis-à-vis des autres. J'ai toujours retardé le moment où j'allais me mettre en ligne ma première vidéo sur YouTube, des mois et même des années que j'y pensais. J'ai même créé plusieurs chaînes YouTube avant, mais j'ai jamais publié quoi que ce soit. Je me remettais toujours en question sur mes valeurs. Je ne suis pas comme ça, ou je me disais encore que ce n'était pas parfait. Que vont dire mes proches encore ? J'ai honte de parler seul devant un micro, c'était encore des idées, des préjugés comme ça que je me faisais. Et si un jour, je ne m'étais pas remis en question sur ça, sur mes pensées limitantes, sur mes croyances qui me bloquaient, probablement qu'aucun de ces podcasts ne serait venu à tes oreilles aujourd'hui. J'avais mes propres valeurs et il fallait que je les change. Je ne devais pas rester rigide comme je l'étais. Et beaucoup de personnes comme moi ne se lancent jamais, parce qu'ils pensent à leurs valeurs. Et c'est bien d'avoir des valeurs, mais on peut en ajouter d'autres, ou on peut les changer. Un conseil que je te donne ici, c'est qu'on ne doit pas essayer de trouver, de nous construire, de se construire de A à Z, de se définir quelqu'un de parfait de A à Z. Se définir de manière rigide, en fait, va nous bloquer. Il va nous fermer des opportunités. Il faut qu'on reste flexible et ouvert d'esprit face aux opportunités qui se prononcent, qui s'offrent devant nous. Parce que souvent, on a des repères, des convictions, et on s'accroche à ces convictions tant bien que mal. On les protège quoi qu'il arrive. On s'efforce même de s'y conformer, de rester dans cette position parce que l'on est dans notre zone de confort. Parce qu'on ne connaît que ça. On a toujours vécu comme ça. Ça marche, pourquoi aller chercher autre chose ? Et ça, c'est vrai, au début, on se dit ça. Pourquoi changer ? Ça ne sert à rien si je suis bien aujourd'hui. Parce que la zone de confort ne nous fait pas avancer, ne nous fait pas progresser. Elle nous fait stagner et même reculer. Alors ne cherche pas à te trouver toi-même. N'essaie à aucun moment de savoir qui tu es. Parce que c'est bien, c'est précisément cette partie inexplorée de toi qui te rend authentique, qui te rend humble face aux différences, face aux problèmes que tu vas rencontrer. Plus ton identité que tu choisis est singulière. Si tu cherches à être une victime, si tu cherches à être un génie, si tu cherches à être une star du rock, par exemple, eh bien plus tu cherches une identité comme ça, plus tu vas te sentir menacé. Et Mark Manson, il nous conseille ici de se définir de la manière la plus ordinaire possible. Je suis un étudiant, je suis un partenaire, je suis un ami, je suis un mari. Il faut se définir comme quelqu'un de simple, parce que ça va te permettre d'agir et de te tromper sans que ce soit un drame pour la société, par exemple. Et pour t'aider, pour nous aider, Mark Manson il propose de se remettre en question. Il va nous proposer 3 questions clés. La première question est si j'ai tort. Le simple fait de se demander que si on a tort va nous apporter de l'humilité. La deuxième question, qu'est-ce que ça voudrait dire si j'avais tort ? Quel serait le problème ? C'est souvent la réponse à cette question qui nous fait peur, car elle nous fait nous remettre en cause nos valeurs. Et la troisième question, le fait d'avoir tort, de m'être trompé, est-ce que ça va créer un problème meilleur ou pire que mon problème actuel ? Et le but ici, c'est de choisir le meilleur problème, celui qui favorise des relations saines et honnêtes.
authentique. Parce que l'incertitude, c'est une valeur qui repose sur le fait de ne pas accepter ce que nous pensons aujourd'hui comme une vérité absolue. Par le passé, les gens étaient certains que la Terre était plate ou que les femmes devaient pas voter. Et ces idées ont changé parce que des personnes ont osé remettre en question ces certitudes. Pour qu'il y ait un changement dans ta vie, il faut que tu reconnaisses que tu as peut-être fait une erreur. Il faut que tu doutes de tout ce qui se passe autour de toi, de ce que tu lis dans les livres, de ce que tu entends dans un podcast, par exemple, comme dans celui-ci, et même des conseils de tes parents. Bien sûr, nos parents ne nous veulent pas forcément du mal, mais leur vision est limitée par ce qu'ils savent, par leur expérience. Tu dois te poser des questions s'ils ont raison ou tort. Tu dois t'armer d'incertitude qui va te permettre de grandir, de développer ton intuition. Et Manson, il propose donc ces 3 questions. Et si tu te trompais? Deuxième question, qu'est-ce que cela signifierait si tu avais tort? Et si tu t'es trompé, est-ce que tu es en train de créer un problème pire ou moins pire pour toi ou pour les autres? Douter de toi n'est pas une mauvaise chose. C'est ce qui va te permettre d'être plus sélectif, judicieux dans tes pensées. Tu vas structurer tes pensées et penser proactif pour progresser. L'échec est une étape indispensable vers la réussite, selon Mark Manson. Celui qui réussit est souvent celui qui s'est planté le plus de fois. Et Mark Manson, ici, va introduire le principe de faire d'abord quelque chose. Parce que l'action n'est pas seulement l'effet de la motivation. Elle en est aussi la cause. Commence par l'action et la motivation arrivera. On le dit souvent dans ce podcast, mais sans action, il n'y a pas de motivation, donc pas de résultat non plus. Si tu passes à l'action, tu auras des échecs. Et Mark Manson ici, il nous dit que les échecs sont essentiels pour progresser. Et Mark Manson, il avait, dans son expérience, dans sa vie, il avait obtenu un diplôme en 2007 en pleine crise financière. Il n'avait pas d'argent, pas d'économie, il n'avait pas d'abri non plus, il dormait même sur le canapé d'un ami et il enchaînait les petits boulots pour pouvoir s'en sortir. Et il considère cette partie de sa vie comme quelque chose qui lui a donné de la chance. C'était une chance d'avoir tout perdu, de n'avoir rien. Pourquoi il considérait ça comme une chance? Parce que pour lui, le fait d'avoir déjà tout perdu lui a donné la liberté de prendre des risques, comme de lancer une activité sur Internet par exemple, car il n'avait plus rien à perdre. C'est ce qui l'a boosté pour avancer malgré les contraintes qu'il avait. Et Marc nous dit ici que le degré de réussite que l'on a est directement proportionnel au nombre de fois où l'on s'est trompé. Plus tu te trompes, plus tu te rapproches du succès selon lui. Et il donne aussi un exemple, une anecdote de Picasso. Picasso était dans un restaurant en train d'écrire sur une serviette et une femme lui demande s'il pouvait lui donner ce gribouillage qu'il avait fait sur une serviette en 2 minutes, là, rapidement. Et Picasso, lui, il ne veut pas le faire gratuitement. Il ne veut pas lui donner gratuitement. Il lui demande 20 000 $. Alors la femme, elle était choquée, mais Picasso lui explique qu'il ne lui a pas fallu seulement 2 minutes pour y arriver, mais 60 ans pour être capable de dessiner ce gribouillage. Là, ici, il ne lui vend pas son dessin, il lui vend toute son expérience, sa quantité d'échecs qu'il a subis, pour en arriver à dessiner comme ça. Il vend son expertise ici. Donc, ce qu'on peut résumer ici, c'est que notre expertise est proportionnelle à ce que l'on propose. Plus tes échecs surmontés sont élevés, plus ton expertise sera grande et plus le prix à payer sera cher. On doit apprendre par l'erreur. Tout comme un enfant qui tombe, tu te souviens quand tu étais petit ou peut-être pas, des centaines de fois tu es tombé avant de savoir marcher. Ce qui veut dire qu'on ne peut réussir que là où nous sommes prêts à échouer. Donc ici, comme Picasso, il faut que l'on choisisse un domaine où l'on est prêt à subir des échecs, où les échecs sont choisis et où tu as envie de surmonter ces échecs, quoi qu'il arrive. Comme quand nous étions enfants, que nous voulions marcher, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est ça la réussite, c'est tout faire pour y arriver. Accepter tous les échecs comme un apprentissage. Alors on doit passer à l'action pour subir des échecs rapidement et progresser. Si tu dois retenir ici quelque chose, c'est que refuser l'échec, c'est refuser de réussir et de t'améliorer. Et Manson explique également que la peur de l'échec provient souvent du choix de mauvais critères de mesure.
les objectifs extérieurs par exemple, acheter une maison, perdre du poids, sont limités dans le temps et cessent de générer du bonheur une fois qu'ils sont atteints. Les valeurs de processus aussi, il oppose aussi les valeurs de processus. S'exprimer sincèrement comme Picasso sont une opération continue qui offre des occasions de progresser tous les jours. Les objectifs extérieurs sont rarement des motivations. Tu dois bien choisir tes objectifs. Parce que les objectifs extérieurs ne sont pas des facteurs de réussite. C'est plutôt les processus de transformation qui vont nous motiver à avancer et non pas des objectifs avec un résultat unique. Puisque notre transformation sur le chemin vers notre objectif sera bien plus importante que le résultat que l'on obtiendra. On pense toujours que l'inspiration mène à la motivation, qui mène à l'action, alors que Mark Manson il affirme que le cycle fonctionne dans tous les sens. Il dit que l'action amène l'inspiration, la motivation, et que la motivation amène l'action, l'inspiration, la motivation, et ainsi de suite. Donc Mark Manson, il nous conseille dans ce chapitre-là de s'obliger à accomplir une tâche minime, même de mauvaise qualité, pour enclencher le processus que l'on vient de voir. Par exemple, si tu n'as envie de rien faire, que tu as la flemme, eh bien commence par faire quelque chose de petit. Ainsi, l'action amène à l'inspiration, puis à la motivation, et à partir du moment où on se rend compte que le vrai critère de la réussite devient simplement de passer à l'action, même l'échec nous fait avancer. Le progrès et la croissance passent nécessairement par l'échec. Donc, fais une action même petite, et si tu te trompes, c'est que tu dois apprendre. Et si on veut réussir, on doit accepter que l'on va tomber plusieurs fois. L'échec fait partie intégrante de notre vie. L'action va générer de l'inspiration, qui génère de la motivation, qui génère à son tour une nouvelle action, qui génère de l'échec, et l'échec génère l'action. Alors on ne doit pas attendre d'être inspiré, d'être motivé pour avancer. On doit passer à l'action de suite. Le simple fait de faire quelque chose nous donnera l'élan nécessaire pour continuer à progresser. Maintenant on passe au chapitre 8. Et c'est l'importance de dire non. Pour donner du sens à sa vie, il faut savoir rejeter ce qui ne correspond pas à nos valeurs. Et Manson, il aborde ici l'importance de nos limites dans les relations et explique l'engagement profond dans une seule voie. Être orienté vers un seul objectif va nous apporter plus de liberté que la poursuite de plusieurs objectifs en même temps. Et l'auteur ici commence par raconter ses 5 années de nomade numérique durant lesquelles il a visité plus de 50 pays. Il a fini par réaliser que la liberté absolue, sans attache ni engagement, n'avait pas de sens en elle-même. Pour donner du sens à sa vie, il en conclut qu'il faut accepter de restreindre sa liberté en choisissant une voie, une seule voie, qu'elle soit géographique, professionnelle ou amoureuse, et rejeter toutes les autres possibilités. Le bonheur pour Mark Manson se trouve dans la profondeur de l'expérience et non dans l'accumulation de choses superficielles. Dans nos cultures, on a tendance à dire oui à tout ce qui se passe devant nous, par politesse, pas pour ne pas blesser la sensibilité des autres. Le problème, c'est que si on fait ça, on est hypocrite. Et en quelque sorte, on détruit notre confiance. Si on dit oui à tout, notre opinion perd de sa valeur. Pour croire en quelque chose, pour défendre une valeur, par exemple X, on doit nécessairement rejeter tout ce qui n'est pas notre valeur. Dire non va nous permettre de nous concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment pour nous. C'est l'essence même de l'honnêteté envers soi-même. On doit dire non à ce qui ne nous intéresse pas, pour garder nos valeurs. Parce que si on dit non, parfois on va se sentir rejeté, jugé par les autres. On va avoir peur d'être écarté du troupeau. Sauf que si on n'a pas de valeur, on n'est pas unique, on n'est pas authentique. Et c'est ça que veut nous dire Manson ici. C'est qu'on doit être unique, garder nos propres valeurs, être soi-même. Le rejet est inconfortable au début, bien sûr, mais il est vital pour vivre une vie alignée avec nos propres objectifs. On passe maintenant au chapitre 9, et le livre se termine sur la méditation de notre propre mort. Il nous dit que c'est en acceptant notre fin que nous pouvons relativiser sur nos peurs, nos futilités, pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment, et sur l'empreinte que nous souhaitons laisser sur notre monde. Et le chapitre 9, il s'intitule « Et puis tu meurs ». Et dans ce chapitre, Mark Manson, il explore des thèmes suivants.
Et l'auteur raconte un événement qui l'a traumatisé toute sa vie. À ses 19 ans, il perd son ami, Josh, qui s'est noyé après avoir sauté d'une falaise lors d'une soirée au bord de lac au Texas. Les dernières paroles de Josh étaient les suivantes. « Cherche ta vérité, et c'est là que nous nous rencontrerons. » Et ces paroles, eh bien, elles ont hanté toute la vie de Manson pendant sa dépression qu'il a vécue. Cette tragédie a été le point de départ de sa métamorphose, il s'est transformé à partir de là. Il a réalisé que la mort était inévitable et que la vie est courte. Et à partir de ce moment-là, il a cessé de fuir l'inconfort et la peur. Alors il a arrêté la drogue, les jeux vidéo, pour s'investir sérieusement dans ses études et sa santé, et réellement il a réussi. Puisqu'aujourd'hui son livre est l'un des plus vendus, avec des millions et des millions de ventes. Il a même écrit d'autres livres que nous résumerons sûrement ensemble sur ce podcast. Et Manson, il nous parle également ici des travaux d'Ernest Becker. C'est un auteur de The Denial of Death. Becker soutient que l'être humain est le seul animal capable d'être conscient que sa mort est inévitable, ce qui va générer une peur de la mort, qui provient de toutes nos pensées. Et pour compenser cette peur que l'on a, on crée deux personnes. On crée notre personne physique, qui mange, qui dort, et qui finit par mourir au final, et on crée le moi conceptuel, qu'il appelle dans le livre. C'est notre identité, l'image, que nous laissons derrière nous. Et pour que notre moi conceptuel survive à notre disparition physique, nous nous lançons dans des projets que l'on pourrait dire des projets d'immortalité. Ce que je veux dire ici, c'est des projets qui pourraient encore vivre après notre mort. Ça peut être l'art, la religion, la politique, la richesse ou le fait simple d'avoir des enfants pour transmettre notre expérience. Et Becker, il affirme que toute la civilisation humaine est le résultat de ces projets, mais que les guerres et l'oppression surviennent lorsque les projets d'immortalité d'un groupe entrent en conflit avec ceux d'un autre. Et ça, c'est intéressant, parce que Manson, il dit qu'il faut s'en foutre complètement. Il faut accepter notre propre mort pour ne plus être l'otage de cette quête infinie d'immortalité. On cherche toujours des projets plus grands que nous. Souvent, on recherche le succès, à être reconnu même après notre mort pour ce que l'on fait, et souvent, on recherche toute notre vie sans rien trouver. Et Mark Manson, il nous dit ici qu'il ne faut pas s'en faire, qu'il ne faut pas se mettre la pression, mais seulement faire les choses justes pour arriver à cet objectif. Et la mort donne du sens à la vie. Sans elle, nos valeurs, nos expériences ne pèseraient rien du tout. Et face à la mort inévitable, les soucis du quotidien, l'argent, la gloire, avoir raison, ça devient insignifiant au final. Le bonheur authentique se trouve dans le fait de s'investir dans quelque chose qui nous dépasse, en choisissant des valeurs qui vont au-delà de notre simple service et de notre égocentrisme. Il faut aller au-delà de ça. Nous sommes déjà exceptionnels par le fait simple d'être nés et d'avoir eu la chance de vivre avant de mourir. On doit accepter la mort parce que cela va nous permettre de vivre pleinement, l'instant présent, tous les jours, de profiter chaque jour de notre vie sans être paralysé par les choses qui ne servent à rien au final. C'est la valeur ultime, prendre connaissance de notre propre mort. Ça paraît simple, mais souvent on évite de s'en rendre compte. Parce que dans notre société actuelle, la mort, c'est un tabou. On n'en parle pas, on n'échange jamais dessus. C'est une source de peur que l'on évite d'évoquer même avec notre entourage. Pourtant, le problème, c'est que si on n'y pense pas, ça va nous créer de l'anxiété. Et tout ça, ça va influencer nos actions. Et l'auteur, il parle donc de ces projets d'immortalité, comme on vient de le voir, parce que beaucoup de gens passent toute leur vie à se concentrer sur leur héritage après leur mort, sur ces projets d'immortalité, au lieu de vivre dans le présent. Alors ce que je te propose ici, c'est que plutôt que de t'inquiéter de la façon dont on se souviendra de toi dans 20 ans, je te propose de vivre à 100% maintenant. Parce que le plus beau projet d'immortalité, c'est de laisser un souvenir vivant et vibrant à ceux qu'on aime, en ayant été pleinement présent avec eux pour les aider, pour les aimer tous les jours.
Alors on doit se concentrer, se remettre dans le moment présent. Car le moment présent, il est irremplaçable. Le temps que l'on a maintenant est du passé. Il est perdu. Alors autant le vivre à fond. Allez, maintenant je te propose un petit passage à l'action pour toi, pour que tu puisses commencer à mettre en pratique un peu dans ton quotidien, ce que l'on vient de voir ici. La première étape de ce plan d'action, c'est de prendre une feuille et de faire le tri dans tes préoccupations. Ici, tu vas noter tout ce qui te stresse en ce moment. Tu vas te poser une seule question. Est-ce que ce stress que je subis, est-ce que mes préoccupations méritent vraiment mon énergie et que je m'y concentre dessus? Si ce n'est pas le cas, alors supprime ce qui n'est pas important. Deuxième étape ici, tu vas prendre une feuille également et tu vas choisir tes 2 ou 3 combats que tu veux pour ta vie, que tu veux combattre. Tu ne peux pas tout gérer. Alors tu dois choisir ce qui compte vraiment pour toi. Un combat pour la famille, un combat pour la santé, un combat pour un projet particulier ou un combat pour la liberté par exemple. Et le reste devient secondaire, ne sert à rien. Si ce n'est pas dans tes valeurs, pourquoi garder quelque chose qui ne te correspond pas? La troisième étape, c'est accepter un inconfort volontaire. Tu vas te dire que chaque jour, tu vas peut-être écrire des règles pour chaque jour, pour te dire que tu dois faire quelque chose que tu évites au moins une fois. Une discussion difficile que tu veux faire et que tu évites depuis longtemps. Une décision que tu repousses depuis des années. Ou une action inconfortable que tu as peur de faire, par peur d'être jugé, par peur d'échouer. Ce que tu dois faire tous les jours, c'est affronter des problèmes, parce que c'est là que tu vas progresser. La quatrième étape, c'est remplacer tes fausses valeurs. Parce que souvent, on court après la validation, après le plaisir immédiat, après la réussite superficielle, après des objets de notre quotidien que l'on achète, mais qui ne servent à rien. Alors arrête de courir. Après tout ça, après la validation, le plaisir et les choses superficielles. Et remplace ces valeurs par des valeurs de responsabilité, d'honnêteté, d'authenticité, de progression. C'est ces vraies valeurs qui te font. Alors commence à changer tes valeurs superficielles par des valeurs qui ont du sens pour ta vie. Et la cinquième et dernière étape, c'est que tu dois prendre tes responsabilités, assumer tes choix à 100%. Tu dois éviter les excuses. Parce que ce que tu vis aujourd'hui est le résultat de tes choix. Ça veut dire quelque chose. Une seule chose. Tu peux décider autrement. Tu peux choisir de vivre la vie que tu veux maintenant. Ce n'est pas compliqué tout ça. Mais ce n'est pas facile non plus. Tu dois faire moins. Tu dois choisir mieux. Et tu dois t'engager à 100% dans les projets qui te tiennent à cœur. Et aussi, tu dois vivre le moment présent à 100% et pas penser à dans 50 ans. Parce qu'au final, ta vie dépend de ce que tu décides d'ignorer dans ta vie. Et ta vie dépend de la responsabilité que tu prends tous les jours. Donc ce que l'on a vu ici, dans ce livre, c'est que pour aller mieux, tu ne dois pas chercher à tout contrôler. Tu dois choisir uniquement ce qui mérite vraiment ton attention. Dans L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, il nous montre une seule chose essentielle. Tout repose sur tes choix et tes valeurs. Tu dois te poser les bonnes questions. Est-ce que tu te bats pour les bonnes choses? Est-ce que tes valeurs t'aident ou tes valeurs te détruisent? Parce que si tu choisis mal ce qui compte pour toi, tu passeras toute ta vie à courir après quelque chose qui ne te satisfera jamais. Ensuite, tu dois comprendre une chose clé. La vie est faite de problèmes. Mais ce qui change tout, c'est que tu as la capacité de choisir les problèmes que tu souhaites affronter. Tu peux choisir les bons problèmes et éviter les mauvais. Et avec cette approche, tu peux arrêter de fuir l'inconfort. Tu peux abandonner les illusions de la perfection. Tu peux construire une vie simple, authentique et plus vraie. Et ça, c'est un changement profond. Mais on doit être clair ici, c'est que ça demande beaucoup de responsabilité. Ça demande de l'honnêteté envers toi-même, de te dire les choses vraies à tout moment. Et surtout, ça demande d'accepter tes limites, tes croyances limitantes. Tu dois arrêter de vouloir impressionner, tu dois arrêter de chercher la validation et tu dois
vivre selon tes propres règles. Ce sont des choix que tu prends. Et ces choix que tu prends vont tout changer. Même si aujourd'hui tu te sens encore perdu, si tu redéfinis ce qui compte vraiment pour toi, si tu assumes, si tu commences à assumer tes décisions et surtout si tu passes à l'action dans ton quotidien, alors je te garantis que tu peux transformer ta vie en profondeur. Parce que ceux qui sont épanouis ne sont pas parfaits. Il faut arrêter de se dire ça. Ils ont simplement appris à s'en foutre, à éviter les choses qui ne servent à rien. Alors j'espère que ce résumé t'a apporté de la valeur. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et surtout ce que tu vas appliquer dès maintenant. Je t'invite également à t'abonner, à laisser un j'aime si ce podcast t'a apporté de la valeur. Allez, on se retrouve très vite pour un prochain épisode.